l'échelle de l'Europe? Ah, personnellement, je le souhaite, car ça ferait le plus grand bien. En effet, les privilèges sont tellement abusifs, la souffrance est tellement grande dans notre pays qu'il faudrait y mettre de l'ordre. Et que, apparemment, les puissants n'ont pas l'air de vouloir y consentir de bon gré. Ils se cramponnent à leurs avantages, ils brutalisent ceux qui essayent d'avancer le nez vers la lumière. Tout de même, réalisons, nous sommes la 5e puissance du monde. Il y a 8 millions de pauvres chez nous. Il y a plusieurs centaines de milliers de gens qui ne sont plus hébergés correctement. Nous en avons des dizaines de milliers dans la rue. Et tout ça serait normal et il faudrait vivre avec. Et on aurait à discuter de savoir lequel a la plus jolie cravate des 2 premiers arrivés. D'ailleurs, la vôtre est toujours régulièrement élégante. On se vous n'en précipite. Avez pas, vous, messieurs. Je vois que vous n'en étiez plus. Maintenant, c'est l'ambiance décontractée. C'est pour faire la différence. On se précipite dans vos meetings. Tout le monde dit vous êtes peut-être le meilleur orateur de cette campagne. Mais au fond, est-ce qu'on ne vient pas voir en permanence la figure de la mythologie révolutionnaire avant d'aller tout simplement vers le réalisme et vers les partis de gouvernement? Je ne crois pas. D'abord, le réalisme n'est pas ce que vous dites. Le réalisme n'est pas du côté des partis de gouvernement. Non mais attendez, monsieur, ne passez pas des questions qui sont en même temps des cadres idéologiques. Non, le réalisme n'est pas du côté des partis de gouvernement. Ceux qui ont inventé les médications pour la Grèce étaient, paraît-il, des réalistes. Ils ont ruiné ce pays, ils l'ont étranglé, le pays est à feu et à sang, et ça n'a pas l'air de vous surprendre. Le pays s'est ruiné tout seul. Hein. Voilà, ça c'est l'opinion de monsieur El Kabbach. Le pays ne s'est pas ruiné tout seul. Le pays a été ruiné par une classe possédante prédatrice, composée d'armateurs qui ne payent pas d'impôts, de curés qui ne payent pas, de l'Église qui ne paye pas ses impôts, des politiques de droite comme de gauche. Non, pas de droite comme de gauche, du PASOK comme du parti, c'est-à-dire de la social-démocratie et du parti de droite traditionnel, car mes amis sur place n'ont rien à voir avec tout ce système, que ce soit les communistes ou les amis de Synapismos, qui bientôt feront un score qui va vous faire réfléchir, je l'espère. Mais revenons à ce que vous disiez. Donc, le réalisme n'est pas de leur côté. Et figurez-vous qu'il y a un bon sens populaire qui comprend que ça ne peut pas durer comme ça. Et qui donc se tourne vers moi, non pas pour venir voir un spectacle, car il y en a de plus divertissant qu'un homme qui parle. Bien sûr, je ne parle pas tout seul, il y a d'autres orateurs avec moi, car ce point doit être relevé. Nous sommes un rassemblement, le Front de gauche. Et je crois que ça parle aux gens. Ils se disent, ils sont capables de se rassembler, ils sont pourtant différents. Et ils nous proposent des solutions. Et ce qui est nouveau, c'est que pour la première fois, la parole révolutionnaire, celle de la radicalité, est une parole concrète. C'est-à-dire que chaque fois que vous soulèverez un problème, il existe une réponse de radicalité concrète. Et donc c'est nouveau. On va vers la révolution à travers les élections, à travers les urnes. Moi, je préférerais que les urnes raccourcissent le chemin que nous avons à faire. Aussi longtemps que ceux qui ont tout ne partagent rien et se cramponnent à leurs privilèges, il est clair que la marmite va continuer à bouillir. Moi, je préfère, car je suis républicain et démocrate, que tout ça se règle avec des bulletins de vote. Il existe un bulletin de vote pour une rupture radicale, c'est le bulletin de vote du Front de gauche sur lequel il y a mon nom. Et puis, il y a des solutions de retapissage ou un petit peu plus humaniste ou un petit peu plus violent que représentent ce que vous appelez les partis de gouvernement, qui, à mon avis, sont surtout des partis de désordre. Vous voulez dire que la violence est de leur côté, ou c'est la violence qui est en train de monter, que l'on ne voit pas à travers toute l'Europe et la France? La violence est du côté des dominants. Enfin, de quoi parlons-nous? Je viens de vous dire 8 millions de pauvres. 500 personnes qui meurent par an d'accidents du travail. Vous n'entendez jamais parler du premier d'entre eux. Donc c'est un système dont la violence est ressentie par tout le monde, quotidiennement. C'est cette France des oubliés, cette France invisible, silencieuse, que d'ailleurs, avec Marine Le Pen aussi, elle veut capter, elle dit pouvoir capter ce vote. Moi, je sais que j'ai commencé ma campagne. La dernière investiture est intervenue le 19 juin, c'est celle du Parti communiste français qui a voté pour choisir son candidat et qui m'a choisi comme candidat commun. C'est quoi le Parti communiste aujourd'hui? C'est une formation politique qui a beaucoup de militants. Vous qui dites toujours la vérité, qu'est-ce que c'est le Parti communiste aujourd'hui? Un parti politique dont j'ai l'honneur d'être le candidat. D'accord, mais qu'est-ce qu'il en reste? Qu'est-ce qu'il est? Une culture révolutionnaire qui existe dans le pays et que ce parti s'efforce d'incarner, de même qu'il existe d'autres traditions dans notre pays que différents partis. Mais qui est venu vous chercher? Parce que vous ne pouvez pas trouver à l'intérieur de lui-même, en son sein, c'est pas du tout comme un ça. Mélenchon. C'est bien ce que je vous disais tout à l'heure, El Kabbach. Monsieur El Kabbach, vous êtes prisonnier d'une vision épuisée du monde. Je suis un homme libre. Non, mais je vais vous dire, El Kabbach. si je peux me dire une toute petite. Je vous en prie. Nous n'entrerons pas dans le jeu qui vous va si bien du pampan cucu aux journalistes. Aujourd'hui, on essaie
d'être au-delà. D'accord. Parce qu'il n'y a pas la vocation d'être que vous étiez à une hauteur culturelle qui me montre qu'on n'est pas dans le pampan culturel, en effet, comme absolument, vous dites. Bon. Absolument. Alors essayez de vous élever à cette hauteur, à la hauteur de Jean-Luc pour suivre vos propres conseils. Voyez-vous, le Parti communiste, comme d'autres formations politiques, ont participé à un événement qui, bien sûr, vous a échappé pour la raison qu'il vous est extrêmement désagréable. C'est 2005. Vous vous êtes arc-boutés tous pour nous faire voter oui, et le peuple a voté non. Et le Parti communiste s'est singularisé à ce moment-là, dans la mesure où il a pris sur ses épaules l'essentiel de l'organisation matérielle de la campagne que nous avons menée et de l'agitation intellectuelle, notamment en publiant, tout ça vous ne pouvez pas le savoir, mais nous le savons, un numéro de l'Humanité qui fit histoire, puisque c'était en quelque sorte le bréviaire du non. Et donc le Parti communiste s'est trouvé dans cette mouvance. Je m'y suis trouvé en rupture avec le Parti socialiste et d'autres. Et cela a créé entre nous des habitudes de travail, si bien que lorsque nous avons recommencé à voir arriver à l'horizon la question européenne, Jean-Pierre Elkabbach, c'est-à-dire aux dernières élections européennes, nous avons décidé de nous mettre en commun, puisque nous avions sur cette question européenne un programme commun. Et c'est là que nous avons fondé le Front de gauche. Voilà comment les choses se sont faites. Et ce que nous avons constaté, aussi bien les communistes que moi, qui étais militant socialiste, c'est qu'il y avait dans notre peuple une disponibilité pour cette grande rupture que nous appelions de nos voeux. Et au fond, elle s'est vérifiée. D'où sortent tous ces gens qui viennent dans nos réunions? Qui sont ces gens qui disent qu'ils veulent voter pour Jean-Luc Mélenchon, qui était un illustre inconnu il y a encore 2 ans? Mélenchon, on va voter pour les communistes. Est-ce qu'on vote parce que votre personnalité séduit, ou on vote pour finalement ce parti qui fait des scores faibles depuis des années et que vous voulez certainement revitaliser? Je pense que les gens votent pour un ensemble, ils saluent le rassemblement. Je pense qu'ils sont reconnaissants aux communistes d'avoir fait le geste d'investir quelqu'un qui n'est pas issu de leur rang, tout en bâtissant avec lui un programme ensemble. Non, il n'y a pas de difficulté à ça. Simplement, bien sûr, ce qui est sûr, c'est que dans cette affaire, le Parti communiste est en train de renaître. Ça, c'est sûr. Parce qu'il aura un groupe parlementaire le moment venu. Il aura un groupe parlementaire qui ne devra à personne. Pourtant, Pierre Laurent a du mal à exister dans les meetings. Pardon ? À propos, Jean-Luc Mélenchon, après, est-ce que vous serez candidat aux élections législatives pour continuer le combat dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale? On va voir, vous savez, moi, je ne me pose pas de questions au-delà de l'horizon de l'élection. J'ai un travail à faire qui est déjà tellement difficile, qui absorbe tellement d'énergie. Vous ne vous interrogez pas sur après, où mener le combat? Non, parce que, en quelque sorte, pour un homme comme moi, tout déjà vient de m'être donné. Dans la mesure où, après avoir été le porte-parole d'une force aussi considérable, d'avoir été dans le bonheur de représenter ce qu'idéologiquement j'ai toujours été, je m'estime content. Après, quel rôle je jouerai, on verra, c'est pas le plus important. Personne ne peut croire que là, vous vivez une fin. Même heureuse, vous vivez une fin. Vous êtes sur le chemin de quelque chose d'autre. Oui, c'est sûr. Pour pas moi, personnellement, mais là, et pour les forces. Vous réfléchissez quand même. Vous êtes un homme politique. Mais voilà, une force est en train de naître sous vos yeux. C'est à la fois la renaissance d'un ancien courant révolutionnaire qui a toujours existé dans notre pays, qui s'apparente aux Lumières, qui va peut-être, si on allait chercher des racines profondes, jusqu'à Montaigne, hein, et qui va continuer en passant par les Maillotins, qui va continuer avec les sans-culottes, et ainsi de suite. Et la Commune de Paris, bien sûr, la glorieuse Commune de Paris, dont nous allons célébrer le 18 mars prochain, comme vous le savez, d'une manière extraordinaire, l'anniversaire. Mais donc cette force doit à se passer, mais c'est aussi une force neuve, jeune. Dans le studio qui nous entoure, les personnes qui nous entourent, il y a ici des jeunes gens qui ont entre 14 et 15 ans et qui ont fait le choix d'adhérer au Front de gauche. Bon, je les regarde comme j'imagine qu'on me regardait moi lorsque j'avais 14 ou 15 ans et que je m'engageais avec la gauche. Vous savez parler de cette génération qui est née avec Internet, qui n'aime plus la hiérarchie, qui vit en réseau. Vous pensez que vous serez capable de leur parler ? Je pense que s'ils ont trouvé leur chemin jusqu'au Front de gauche et jusqu'à moi, c'est qu'ils devaient sentir ce qui nous rassemble. Après, je suis persuadé qu'ils feront autrement, autre chose, et mieux que nous. En tout cas, je l'espère. Chaque génération l'espère de la suivante. Là, vous êtes... cette force révolutionnaire, vous ne la trouveriez pas dans le Parti socialiste? Non. Il n'y avait pas les germes à l'intérieur du Parti socialiste? C'est l'inverse. Ce parti étouffait tout ce qui bouge dans le pays. Et moi, j'en ai été membre, je vais vous dire, avec beaucoup de bonheur, pendant des années tout à fait extraordinaires pour moi. Les années du programme commun sont un souvenir fantastique. Je me revois arpentant les villages du Jura, le programme commun à la main, expliquant aux gens pourquoi on allait faire la retraite à 60 ans, et les gens me tapant sur l'épaule en disant « vous êtes jeunes, vous y croyez ». Ils n'arrivaient pas à croire qu'on ferait des choses de cette nature, et pourtant, nous les avons faites. Ce sont des souvenirs extraordinaires. Puis après, que voulez-vous, chaque parti vit en quelque sorte des cycles. Et ce parti s'est nomenclaturisé, c'est devenu essentiellement une machine à carrière. C'est devenu un parti absolument opaque à la société, qui n'en ressent pas la grande vibration insurrectionnelle. Plus maintenant, elle a trouvé un leader. Mais trouver un leader, c'est une chose.
Porter une idée, c'en est une autre, Jean-Pierre Elkabbach. Moi, je comprends qu'on soit social-libéral, pourquoi pas. J'ai souvent l'impression que les gens le sont par défaut. C'est-à-dire qu'ils se disent, on a dit à la radio qu'il y en avait que 2 pour le 2e tour. Alors, ma foi, on choisit entre les 2. Mais je ne vois pas beaucoup d'enthousiasme, je ne vois pas de grandes idées qui portent. Moi, quand je me présente devant vous, vous pensez ce que vous voulez de moi, mais vous voyez un autre monde qui se dessine devant vous. Quand vous voyez M. Hollande, que voyez-vous? La répétition plan-plan du monde comme il est, arrangé ici une rustine, là-bas un sparadrap, et quelques bonnes intentions. C'est bien, c'est mieux, mais ça ne fait pas le compte par rapport à la grande misère qui arrive. Que vous allez finir avec lui et pouvoir le soutenir, parce que même vos admirateurs, et qui apprécient le stratège que vous êtes, au moins pour en arriver là, lors de l'élection présidentielle, n'imaginent pas votre présence au 2e tour. Alors, à un moment donné, il va falloir qu'avec l'imagination. D'accord. Oui, mais pardon, Jean-Pierre Elkabbach, je parle sérieusement. Non, mais je voudrais bien. Moi, je voudrais bien parce que vous êtes une force, vous avez ce talent que tout le monde vous reconnaît. Vous voudriez bien. J'ai gagné une voix ce matin dans ce studio. Et que je connais depuis beaucoup plus longtemps que d'autres. Bon, ça c'est une chose. Mais si vous êtes de temps en temps réaliste, même si vous ne serez pas au 2e tour. Et à ce moment-là, il faudra choisir. Vous venez de dénoncer le système Hollande, etc. Et vous finirez par l'aider. Déjà, aujourd'hui, vous l'influencez, mais peut-être déjà à l'aider à entrer à l'Élysée éventuellement. C'est une question ou une affirmation? Parce que là, je vois, vous tracez un chemin, c'est une question. Elkabbach, où il n'y a qu'une seule solution possible. Oui, autant fermer la question pour ne pas vous laisser le chemin. Vous savez, Jean-Pierre Elkabbach, elle a déjà été ouverte et refermée une bonne 50aine de fois au fil des interviews. C'est bien qu'il y a un grand courant d'air autour de cette question. Donc je la reprends avec beaucoup de goût et de plaisir, comme vous allez le voir. Premièrement, je vais commencer par vous faire un tout petit micro cours d'histoire. L'histoire n'est pas linéaire. C'est-à-dire que les choses ne vont pas leur chemin, progressant un petit peu et un petit peu. Donc on est à l'aube d'une rupture. Nous sommes à l'aube d'une rupture, car ici, autour de cette table, aucun d'entre nous ne peut dire si l'euro sera encore là dans 1 mois et demi. Aucun d'entre vous ne peut me dire si les États-Unis d'Amérique, qui viennent de solder, en se rachetant leurs propres dettes, une montagne de papier supplémentaire, tout ça ne va pas nous retomber sur la tête. Donc nous sommes dans une série historique extrêmement mouvante. Je mets ça de côté. Ensuite, les résultats électoraux sont de même nature. Car si vous voulez bien y réfléchir, il n'y a aucune raison pour que quelqu'un comme moi, si l'on continue à être dans le monde auquel vous vous référez, en soit rendu au point où j'en suis au niveau des sondages. Il n'y a aucune raison. Si les choses étaient dans le réalisme, dans la difficulté, dans tout ce que vous dites, je devrais être à 1%, pas à 10%. Par conséquent, je suis la démonstration ambulante de ce que je dis. Maintenant, je viens au 2e tour. C'est-à-dire qu'on s'exprime. Voilà. Eh bien, on marque une pause parce qu'il faut la marquer. On arrivera. Oui, comme ça fera un peu de suspense. Hein. Voilà, si vous voulez. Voilà. S'il y a énormément suspense, d'accord. Allez, à tout de suite. Et nous sommes avec le candidat Jean-Luc Mélenchon qui participe avec nous au grand rendez-vous de ce matin en direct. Le candidat du Front de gauche. Du Front de gauche. Et vous disiez tout à l'heure que vous vouliez aborder le thème du 2e tour. Non, c'est vous qui l'avez abordé. On vous a posé la question et en réponse, vous vouliez dire ce que Alors, vous allez dire maintenant. Alors, j'ai d'abord expliqué que l'histoire n'était pas linéaire et que par conséquent, attendez-vous encore à des surprises d'ici au 1er tour. Et au 2e tour, quoi qu'il arrive, voici ce que nous, qui sommes les stratèges d'un horizon politique, celui de la révolution citoyenne, ce dont nous avons besoin au 2e tour, la première chose dont nous avons besoin, c'est d'une lourde défaite de Nicolas Sarkozy. Virgule, et d'une lourde raclée à Madame Le Pen. Pourquoi? Parce que dans tous les cas, nous hériterons alors d'une situation qui facilitera nos objectifs politiques, car ils ne seront pas atteints par l'élection. L'objectif, c'est la révolution citoyenne, c'est-à-dire la transformation, excusez-moi, du régime politique, le passage à une 6e République, avec la convocation d'une constituante, et la modification profonde de la répartition de la richesse dans notre pays. C'est ça l'objectif. Alors, soit nous y arrivons à cette élection, soit nous n'y arrivons pas tout de suite, mais de toute façon, pour pouvoir continuer, nous avons besoin du fait que la droite subisse une raclée. Alors, première chose, les hauts fonctionnaires qui ont travaillé sous Nicolas Sarkozy, vous en faites quoi? Normalement, les fonctionnaires servent l'État, n'est-ce pas? Par conséquent, ils serviront et ils obéiront comme c'est leur devoir. Ils ne partent pas. Ceux qui ont travaillé, comme l'avait dit François Hollande. Non, mais je ne veux pas, j'ai pas l'intention de commenter pour trouver des divergences. Non, mais quelle est votre conviction à vous? Non, mais moi, je suis pour que les serviteurs de l'État servent et obéissent. Je n'ai jamais vu autre chose se produire durant le temps où j'étais ministre. J'ai convoqué les hauts fonctionnaires qui étaient là.
tous n'étaient pas d'accord avec ce que j'avais envie de faire, ils l'ont fait parce que c'était moi qui commandais. Quand on a une commande politique claire, les fonctionnaires servent et obéissent. Voilà, ça s'est toujours passé comme ça. Maintenant, je vais vous dire, ne prenons pas les problèmes par le petit bout de la lorgnette. Ne commençons pas à examiner ici, là, ce qui ne va pas dans la Ve République. La Ve République, c'est le régime de l'abus de pouvoir permanent. Nous le savons depuis qu'elle existe. Et qui corrompt et pourrit tout par la tête, par l'abus du pouvoir du principal personnage, monarque présidentiel, à qui tous les pouvoirs sont consentis, notamment... en passant par Mitterrand, Chirac, etc. Même quand vous étiez dans un gouvernement de Lionel Jospin, dans la cohabitation avec le président Chirac, vous disiez la même chose. Absolument. Tout ça pourrit par la tête. Oui, absolument. Ou par les têtes. Bien sûr. Je l'ai toujours dit, je l'ai toujours écrit, et de longue main. Monsieur El Kabbach, de longue main, car ça ne m'a pas valu que des compliments dans le Parti socialiste, et plus d'une fois je suis allé défendant ce texte qui a été minoritaire fort longtemps. Je suis donc depuis toujours un adversaire résolu, il y en a qui en sont partisans, de cette forme de régime. Par conséquent, je suis partisan du passage à une 6e République dont la vocation serait plus moderne, c'est-à-dire plus parlementaire, avec des cliquets de sécurité qui en garantissent la stabilité. La révolution à l'Assemblée nationale. Ou par l'Assemblée nationale et le Sénat. Ça s'appelle, d'abord pour faire une constituante, toutes nos constitutions ont toutes été rédigées par des constituantes, sauf une seule, la Ve République. Celle-ci a été modifiée 20 fois, vous m'entendez, 20 fois, sans qu'on ait fait recours au peuple plus de 2 fois pour savoir s'il en était d'accord ou pas. Si la 4e République avait réglé le problème de la guerre d'Algérie, de la décolonisation, on n'aurait pas eu besoin de général de Gaulle. Bien. Non, Monsieur El Kabbach, si on passe à l'histoire. Mais maintenant, on revient à l'actualité. Oui, vous avez raison. Parce que sinon, on fait un cours d'histoire. Je suis à votre disposition pour vous expliquer de quoi est résultat la Ve République. Que dans l'histoire, il y a justement... Non, ce qui compte, c'est ce que je viens de dire. Il faut changer cette République par une constituante. C'est-à-dire par le fait que le peuple s'en mêle et décide de lui-même des modifications à faire dans cette François Hollande déterminé à faire ce changement? Est-ce que vous sentez François Hollande déterminé à faire ce changement? Lorsqu'on entend dire aussi autour de lui, la question n'est pas de défaire, mais de faire et de construire. En clair, de garder un certain nombre de choses qui ont déjà été votées sous Nicolas Sarkozy. Ne m'en veuillez pas, je ne suis pas. Vous êtes dans une situation d'observateur et de commentateur. Moi, je n'ai pas l'observation aussi aiguë que vous, et je ne vous cache pas que je passe pas mes journées à regarder ce qu'a dit, susurrer, inspirer ou souffler. C'était dans la presse. La vérité, oui, mais je n'en doute pas que ce soit dans la presse. Je ne vous accuse pas de l'avoir inventé. Mais si c'est ça, ce n'est pas ma manière de voir. Moi, je suis en effet pour que le pays, en quelque sorte, se refonde. Et là, je m'adresse peut-être aux plus anciens de ceux qui m'écoutent. Notre pays est ainsi fait qu'il est un lieu de grand remuement. Les générations, chaque génération est un peuple nouveau, cela a déjà été dit. Mais nous, singulièrement, parce que nous sommes travaillés par l'immigration, par les grands mouvements de population, par une capacité d'assimilation qu'aucun autre peuple n'a en Europe. Nous sommes records d'Europe des mariages mixtes, pour ne donner que cet exemple. Nous avons besoin de refonder la patrie républicaine. Pourquoi ? Parce qu'elle a été malmenée, brutalisée, offensée à la fois par une forme de pouvoir personnel qui a tout bousculé et tout rendu cul par-dessus tête, mais aussi parce que beaucoup de paroles blessantes ont été prononcées qui stigmatisaient telle ou telle partie de la population. Et il est donc question, d'après moi maintenant, de refonder le pays en refondant sa constitution et ses institutions. En se mettant tous à discuter de sa règle du jeu commune et de ses valeurs communes, alors, de nouveau, en quelque sorte, le peuple français renaîtra de sa communion démocratique et républicaine. Vous promettez une révolution ou une réconciliation ? Mais la révolution est toujours une réconciliation du peuple avec lui-même. Parce qu'aujourd'hui, la réconciliation des Français n'est possible qu'à la condition d'expulser politiquement ceux qui sèment sans arrêt la division entre lui, ceux qui vont, par exemple, distillant continuellement de l'homophobie, ceux qui, par exemple, vont sans arrêt stigmatiser les immigrés de la première, de la deuxième, de la troisième génération, oubliant qu'un Français sur 5 a un arrière-grand-parent étranger. Bref, c'est cela qui oppose sans cesse les fonctionnaires aux ouvriers d'usine, les petits fonctionnaires aux hauts fonctionnaires, le cadre à l'employé. Que la révolution citoyenne est l'idée d'un horizon commun que nous appelons la planification écologique rassemble. Le peuple se rassemble dans un idéal commun. Oui. Aujourd'hui, on a le sentiment, là je vous entends, vous critiquez plus finalement Nicolas Sarkozy que François Hollande par le passé. C'est-à-dire que vous avez un peu changé de cible là ?
Ah non, il y a des étapes dans une campagne. La première étape était celle de notre rassemblement. Elle s'est conclue le 19 juin par notre grand meeting à Stalingrad. Il y a eu une deuxième étape, que voulez-vous, je n'y pouvais rien. Il y avait la primaire socialiste, au cours de laquelle tous les abus ont été possibles, puisque la parole a été absolument monopolisée par une seule et unique organisation. Puis ensuite, nous avons payé une deuxième fois au grattage. On nous a dit, comme l'opposition de gauche a eu la parole, vous ne l'aurez pas pour la suite. Donc là, il fallait se délimiter, montrer en quoi nous étions différents, nonobstant le fait qu'ils avaient organisé une élection entre eux. Et maintenant, à partir du mois de janvier, nous sommes entrés dans la bataille, la mère de toutes les batailles, celle qui consiste à expulser la droite du pouvoir et à rabattre le caquet de l'extrême droite. Donc nous sommes dans cette phase-là. Vous l'attaquez moins, François Hollande. Et je ne l'attaque pas, non. Non. Enfin, les idées ou ce qu'il représente. Parce qu'on raconte qu'il vous a été demandé, pour préserver l'avenir, de moins critiquer ou de critiquer avec moins de verve. Non, personne ne me fait ce genre de commande compte tenu de mon caractère extrêmement Cependant. Non. Mais j'ai une tête, figurez-vous, Jean-Pierre Elkabbach, et dans cette tête, elle contient une masse grise qui s'appelle un cerveau, et qui est entraînée par de longues années de combat politique. Et dans le combat politique, je sais qu'il ne faut pas se tromper de saison. Là, nous sommes dans la bataille pour battre politiquement la droite et l'extrême droite. Pourquoi devons-nous le faire? Parce que si nous le faisons en France, même, vous voyez, pour élire un modéré, eh bien, nous donnons un signal à toute l'Europe qu'il est possible de se débarrasser des libéraux. Et ensuite, notre heure viendra. Moi, je souhaite qu'elle vienne maintenant. Je pense que s'ils le veulent par leur bulletin de vote, les Français peuvent créer cette heure maintenant. Alors, ça sera moins douloureux pour eux. Les deux favoris, ou les deux qui sont mis en tête par le système médiatique, etc. Non, par le sondage. Par le système médiatique, vous et les suivez. sondages, et les sondages, hein, les mettent en tête. On parlait de la République. À Bordeaux, Nicolas Sarkozy a dit la République, c'est une morale, une politesse, le respect et pas une succession de coups bas. Et il a dit il faut réussir l'intégration, qui ne fonctionne pas, mais l'immigration choisie, pas l'immigration clandestine. Et il a ajouté que s'il accepte et respecte les minorités, il refuse le communautarisme au nom de la laïcité. Et il cite, sans dire le mot, le halal, et pourquoi pas le kasher, il faut conserver nos habitudes alimentaires, y compris dans les cantines scolaires. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Et qu'est-ce que vous feriez? Parce qu'il propose, s'il est réélu, que soient étiquetées les viandes en fonction des méthodes de l'abattage. C'est ça. Sur la viande, serait marqué République française. Êtes-vous d'accord? Partie avant de la bête. Élevage de Monsieur Ratapoil. Comment on fait pour les cigarettes? Ça est grotesque. Voilà. C'est un abus de langage. On ne doit pas mêler la belle et grande idée de la République à ces sornettes qui ne poussent qu'à s'affronter les uns contre les autres. Mais même l'Europe le dit, parce qu'il y a des directives européennes pour favoriser l'hygiène et la santé publique, et d'autre part, faire moins souffrir les bêtes qu'on abat. C'est un non-débat pour vous? Pardon? C'est un non-débat. Tout à fait un non-débat. C'est une invention pure et simple qui est destinée à opposer les gens les uns aux autres. Tout ça est ridicule. Si la viande est abattue de telle ou telle manière, je ne vais pas vous refaire la démonstration, c'est pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la religion, mais tout avec la cupidité. C'est qu'on abat de cette façon, de manière à ne pas avoir à abattre de deux manières, ce qui coûterait plus cher. Voilà. Mais vous qui défendez la laïcité, il n'y a pas de religieux derrière. Il n'y a pas une influence montante des religions. Non, monsieur, il n'y a pas d'influence des religieux dans les abattoirs. On peut pas le dire et il vaut mieux pas le dire. Non, mais Jean-Pierre Elkabbach, si vous voulez mettre en cause les rabbins qui demandent de la viande cachère, c'est votre affaire, je ne le ferai pas. D'accord? Je ne veux pas, vous entendez? Ça suffit d'opposer les Français les uns aux autres à cause de leur religion. Ça suffit. Foutez-nous la paix. Nous en avons par-dessus la tête de vos histoires. D'accord? Nous avons envie de vivre tranquillement. Vous ne pouvez pas rester calme. Mais je vous en prie, Jean-Pierre Elkabbach, vous posez des questions offensantes, n'est-ce pas? Et donc je vous réponds avec ma manière d'être. Je vous donne les clés de l'Élysée, vous restez aussi calme à l'Élysée. Merci. Mais oui, je resterai. Ne vous inquiétez pas, mon indignation sera toujours là pour rattraper ce qu'il faut, des choses qui ne conviennent pas à ce pays. Est-ce que votre colère est plus importante vis-à-vis justement du pouvoir tout à l'heure que vous dénonciez ou de ceux qui simplement posent le débat? Tout à l'heure, vous disiez, au fond, c'est le pouvoir en place qui fait Absolument. J'ai essayé de répondre à M. Elkabbach que si l'abattage était fait de cette manière, ce n'était pas pour des raisons religieuses. M. Elkabbach m'a demandé si j'y voyais la main des religieux. Je lui réponds que non. Je lui demande de se rendre lui-même dans les abattoirs. Il pourra s'apercevoir que si l'on abat de cette manière, ce n'est pas pour des raisons religieuses, mais pour des raisons qui fait que, comme ils veulent approvisionner en viande cachère et en viande halal, ils abattent de la même manière toutes les bêtes. Voici la raison. Donc, au point de départ, c'est le capitalisme. Ça, c'est une forme de capitalisme. Je laisse la question, voilà. Vous pouvez noter, je refuse de répondre. Ça
ça ne m'intéresse pas. Je voudrais venir sur le fond des questions que vous m'avez posées. Vous m'avez longuement interrogé, en reprenant les propos de M. Sarkozy, sur la République. Alors, parlons de la République. La République, je m'excuse, ce n'est pas la viande halal ou cachère. Voilà. La République, c'est un modèle d'organisation de la société. La laïcité, monsieur El-Kabbach, vous n'y connaissez rien. C'est la séparation des églises et de l'État. Les abattoirs ne sont pas ni dans l'église ni dans l'État. Donc la laïcité, c'est la séparation des églises et de l'État. Il posait des questions. Alors nous allons venir maintenant sur la République. Elle doit être laïque, donc on ne la mélange pas avec des sujets qui sont dérisoires et qui n'ont rien à voir avec... Mais non, monsieur El-Kabbach, mais enfin, vous êtes mon adversaire ou mon interrogateur? J'interroge, mais quand ça vous embarrasse, vous ne voulez pas répondre. D'accord, et vous essayez de rapetisser les interlocuteurs. On va essayer de continuer à travailler de la meilleure manière. On a des tas de questions à vous poser, on continuera à les poser, que vous le vouliez ou pas. Michaël Darmon. Votre conception de la République, vous étiez justement en train de l'expliquer en disant, au fond, pour clore le débat, c'est une instrumentalisation du débat qu'a lancé Marine Le Pen. L'histoire de la République, exprimée hier à la fois par François Hollande et à la fois par Nicolas Sarkozy. Qu'est-ce qui vous plaît le plus? Alors, je pense que les deux devraient aller aux fondamentaux. La République, c'est la chose commune. Et elle est caractérisée par le fait que nous sommes tous citoyens, c'est-à-dire que nous avons tous le même droit à voter la loi, indirectement par nos députés, mais voter la loi, et la loi, comme elle est votée par tous, s'applique à tous. Ça, c'est le fondamental. Et ensuite, chacun d'entre nous n'est pas appelé à dire ce qu'il croit bon pour lui-même, mais ce qu'il croit bon pour tous. N'est-ce pas? C'est ce qui fait de nous des républicains. Voilà les fondamentaux. Et demandons-nous si ces fondamentaux sont respectés. Ils ne le sont pas. Voilà la situation nouvelle dans laquelle nous sommes. Ils ne le sont pas parce que sont décidés par-dessus notre tête. Mais quand François au niveau Hollande européen, impartial, nouvelle décentralisation, pouvoir redonner aux régions. J'entends, je comprends, François. Attention, Michael. Je pose la question, mais voilà, la question est posée. Quand François Hollande dit nouvelle organisation de l'État, compétences données aux régions, État impartial, ça vous plaît pas? Alors, bien sûr, ça m'enthousiasme et ça m'intéresse beaucoup. Je vais faire comme vous. Mais je voudrais d'abord que vous entendiez ma propre position, si ça ne vous ennuie pas. Est-ce que ça ne vous ennuie pas? Non seulement ça ne m'ennuie pas, mais en plus ça m'intéresse. Ah, je suis très content. Voilà. Alors, ma propre position est la suivante. Comme les droits fondamentaux démocratiques ne sont plus respectés, je pense qu'il faut y remédier aux deux endroits où ces droits sont bafoués. Premièrement, au niveau européen, et en particulier, je demande que l'on demande au peuple français si oui ou non il est d'accord avec la confiscation de ces droits démocratiques qui est opérée par le mécanisme de stabilité et le prochain traité européen. Et deuxièmement, dans ses propres frontières, en France, je demande à ce que l'on convoque une constituante de manière à ce que soient rétablis les droits démocratiques des Français qui sont niés par la monarchie quinquennale. Voici ma vision des choses. Et c'est pourquoi j'estime que, en partant de ces fondamentaux et de cette manière de voir les choses, je comprends que les deux pensées, que ce soit celle de François Hollande ou celle de Nicolas Sarkozy, sont des pensées incomplètes, qui ne vont pas au bout de la réflexion. Voilà le reproche que je leur fais, et je trouve ma position plus claire, en quelque sorte plus carrée. Comment vous allez justement mettre cette influence que vous voulez mettre si jamais François Hollande arrive au pouvoir? Vous participerez à un gouvernement, vous poserez des conditions, parce que après, voilà, il faudra mettre en œuvre cette rupture dans le système, alors, comme vous dites. Nous verrons. Vous verrez. Oui. Ça veut dire quoi? Avec sa proposition de taxer les très riches à plus de 75%, à 75%, vous avez dit que François Hollande était sur le bon chemin. Oui. Vous le pensez toujours, oui? Oui, je pense qu'il est sur le bon chemin, parce que je dois avouer que nous qui faisons cette proposition, elle est même plus sévère, puisqu'elle vient en deux aspects. Nous proposons d'abord de ne pas fixer des chiffres dans l'absolu comme ça. Le problème des impôts ou des salaires, c'est pas de punir les riches. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est comment on organise des cercles vertueux dans l'économie. Donc, premièrement, pas de salaire qui aille dans des écarts plus grands que de 1 à 20 dans chaque entreprise. Ça, c'est le salaire maximum autorisé. Et deuxièmement, pas de revenu qui soit supérieur à 20 fois le revenu médian. Donc, rien au-dessus de 360 000, puisque le revenu médian, c'est 2 000 euros. Voilà l'idée qu'on se faisait. Là-dessus, honnêtement, ça n'a pas retenu l'attention, on n'en a pas beaucoup parlé, quelque effort que j'ai pu faire. Et voilà que tout soudain, François Hollande propose de taxer à 75% tous ceux qui gagnent plus d'1 million. Bon, alors c'est un bon point parce qu'aussitôt tout le monde en parle. Et donc, tout d'un coup, l'idée se répand dans le pays qu'il y a un revenu maximum autorisé imaginable. Donc pour nous, c'est du pain béni, parce que nos idées avancent de cette façon. Et à ce moment-là, les gens se disent « Ah oui, mais pourquoi 1 million d'euros? Combien ça fait par mois ?» Et alors ils passent sur notre terrain, ils se disent « Mais après tout, le Front de gauche, il parle de 30 000 euros par mois, ça fait beaucoup d'argent, c'est peut-être suffisant. » Utilisées
est-ce qu'elles avancent ou elles sont simplement utilisées de manière tactique par un François Hollande qui veut, au fond, mettre en difficulté Nicolas Sarkozy? Oui, c'est possible, mais bon, nous, on ne raisonne pas comme ça. Une campagne politique comme la nôtre, notre campagne électorale, c'est une campagne d'éducation populaire. Nous nous repérons d'abord sur les idées, les plaques culturelles, en quelque sorte, qui avancent. L'idée de François Hollande rejoint la nôtre, on ne va quand même pas aller dire qu'on est contre. Bien sûr que je me rends parfaitement compte qu'elle est mal ficelée, puisqu'il avait prévu des tranches d'impôts, de 5 tranches d'impôts, la dernière étant à 45%, pardon pour l'aspect technique de cette affaire. Et vous, c'est 14. Et puis, nous, c'est 14, parce qu'il faut lisser l'effort. Sinon, ceux qui sont au milieu vont tout prendre dans la tête. Donc, il faut lisser l'effort et avoir une progressivité la plus étendue possible. Lui, il y a une marche à 45, donc il y en a une autre à 75. Donc, celui qui gagne 9 999 € est taxé à 45, et puis l'euro suivant est taxé à 75%. Mais les très hauts revenus qui quitteraient le pays, ça ne vous fait pas peur? On n'en a pas besoin? Pas du tout. Je vais vous expliquer. C'est pour ça que je vous dis que son affaire n'est pas très bien ficelée, mais elle va s'améliorer, j'en suis certain. D'abord, il va rajouter des tranches à l'impôt, parce que ça ne tient pas debout, de passer de 45 à 75 d'un coup. Deuxièmement, il va se poser la question que vous êtes en train de me poser. Qu'est-ce qu'on fait avec ceux qui partent? Nous, comme nous y avons réfléchi de longue main sur notre programme, nous avons calculé ça. Que fait-on? Eh bien, il y a une solution très technique, elle existe déjà. Les États-Unis d'Amérique l'appliquent. Et moi-même qui vous parle, député européen, je suis astreint à ce régime. Comment ça se passe? Je suis prélevé à la source en Belgique à la Commission européenne. Et puis ensuite, je dois faire ma déclaration au fisc français qui regarde ce que je lui devrais si j'étais taxé en France. Par conséquent, ce que nous ferons, nous, le gouvernement du Front de gauche, c'est devoir, pays par pays, demander la liste de nos ressortissants, comme le font les États-Unis d'Amérique, et de taxer de la différence ceux qui partiront. Par conséquent, partir ne sert à rien. Nous vous rattraperons partout, toujours, tout le temps. Il y a avant de marquer une nouvelle pause, il y a ce texte de Maurice Lévy, qui est le président de l'Association française des entreprises privées, l'AFEP, et qu'il a accordé à l'Huffington Post, qui est associé au Monde. Il avait publiquement, vous vous en souvenez, appelé à un effort de la part des plus riches. Il dit cette proposition de 75%, elle est parfaitement négative pour la compétitivité. Il dit il ne faut pas s'attendre à ce que l'investissement productif et la réindustrialisation repartent. Ce n'est pas tant l'exil des riches que je redoute, dit Maurice Lévy, c'est le départ des talents français qui sont porteurs d'avenir. Eh bien, je pense qu'il se trompe, ce monsieur. Parce qu'il croit que l'unique motivation dans la vie, c'est la cupidité. Ce n'est pas vrai. Pendant de très longues années, nous avons eu des chercheurs qui faisaient des merveilles et qui continuent à en faire, et qui n'avaient pas pour unique obsession de faire beaucoup d'argent. Et je connais aujourd'hui des milliers et des milliers de gens dont ce n'est pas l'obsession. Quant à ceux qui veulent néanmoins partir, eh bien, que pouvons-nous leur dire? Au revoir. Et nous continuerons à les taxer par le procédé que je viens d'indiquer il y a un instant. Pour le reste, le pays regorge de talents. Et ceux qui s'en vont seront remplacés par des gens qui les voudront. Ça ne nuit pas la compétitivité, comme il dit, non, comme le dit le MEDEF de Laurence Parisot. Mais pas du tout, c'est l'inverse. Je vais vous en donner un bon exemple. L'année dernière, sur le total des profits qui ont été faits, 290 milliards ont été distribués en dividendes et seulement 140 ou 150 ont été réinvestis dans la production. Si bien que ce que l'on voit, c'est que l'accumulation de la richesse, loin de favoriser l'investissement productif et donc la productivité, favorise l'accumulation dans la bulle financière. Voilà, la preuve est faite par les faits. Et les footballeurs qui partiraient? Et alors? Vous croyez qu'après ça, plus personne ne saura jouer au foot dans notre pays? Ça fera de la place. Le grand rendez-vous. Passionnant, qui donne des coups tous azimuts. Jean-Luc Mélenchon, il faut avoir la capacité de résister, hein, et nous l'avons. Question de Michael Darmon. Alors, combat toujours. Jean-Marie Le Pen vous a proposé un débat en disant, voilà, je le réduirais, je lui enlèverais même, selon ses termes, je le mettrais en slip, selon ses termes. Non, il a dit qu'il m'enlèverait mon caleçon, voilà, je lui ai dit qu'il arrivait trop tard, je suis déjà un sans-culotte. Alors, parfait, ça c'était votre réponse. Ça c'était la réponse Mélenchon-Pirouette. La vraie réponse, vous prenez le débat ou pas? On va en décider sans doute lundi, parce que nous avons une direction politique de campagne. Donc c'est pas non. C'est à voir. Ce qui m'intéresse beaucoup dans cette histoire, c'est que le Front National est perclus de contradictions et que Mme Le Pen est une espèce d'apparence flatteuse que le Front a mis en place, comme dans toute l'Europe. D'ailleurs, dans toute l'Europe, ils mettent en avant des femmes pour donner l'impression que, ça y est, ce genre de parti Mais à votre avis, extrémiste est civilisé. est-ce que Jean-Marie Le Pen y joue encore un rôle où il est satisfait ou agacé de voir que sa fille a progressé? Je pense que c'est un chef de guerre et par conséquent, il se rend compte que la force est en train de se déliter. Parce que je n'ai pas posé par hasard la question du droit à l'avortement.
Madame Le Pen est peut-être un visage féminin, mais c'est un visage réactionnaire, qui a une vision réactionnaire de la place des femmes, à la fois parce qu'elle invente leur retour à la maison et parce qu'elle leur nie le droit à l'avortement. Mais Madame Le Pen avait pendant un temps dit qu'elle s'opposait au remboursement par la sécurité sociale du droit à l'avortement. La vérité, c'est que la masse du Front National est contre le droit à l'avortement, tout simplement, et pas seulement sur la question du remboursement. Je vous donne cet exemple pour vous montrer qu'elle est en quelque sorte le cache-misère, une espèce de figure qui essaye de masquer. Vous allez en discuter à titre personnel. Vous seriez intéressé à faire ce débat face à Jean-Marie Le Pen ? Moi, je n'ai pas d'appréciation personnelle, je n'ai que des appréciations politiques. Je me désintéresse totalement de M. Le Pen, pour lequel j'ai un profond mépris. Non mais attendez, M. Darmon, on va dire les choses comme elles sont. Je pose la question. Je méprise du plus profond de moi un homme qui a le culot de citer en conclusion d'un de ses meetings un collabo qui a été le rédacteur en chef du plus gros journal collaborateur de la guerre, qui a appelé à la déportation des Juifs et de leurs enfants. Je le méprise, tripes et boyaux, du fond de mon cœur. Par conséquent... Vous parlez de Brasillac ? Je parle de Brasillac qu'il a cité. Je parle de lui, Monsieur Le Pen, qui a eu le culot de faire ça. Et elle, qui a la lâcheté, alors qu'elle est candidate à la présidence de la République. Et que le devoir d'un Français, lorsqu'il entend une chose pareille, c'est de se lever et de partir. Parce que si on a la moindre complaisance à l'organisation du meurtre de masse qu'a été la Shoah, si l'on manifeste la moindre tendresse pour qui que ce soit qui ait pris part, alors franchement, tout est perdu dans notre pays. Il faut lui dire en face. Il faut lui dire en face. Mais j'ai déjà eu la fille qui ne voulait pas parler, le père est là pour organiser un... Mais attendez, je veux d'abord bien lui enfoncer la tête dans sa bouillie. Parce que qu'est-ce qu'il fait, cet homme ? Après nous avoir proposé une femme comme candidate, il arrive à la rescousse et il dit « Comment vous osez vous attaquer à une femme ?» Eh bien, cette femme est plus courageuse que lui. Elle n'a pas besoin de son père pour savoir ce qu'elle a à faire et les luttes qu'elle mène contre moi. Sur le fond, comment vous expliquez que dans les sondages, 34% des ouvriers préfèrent Marine Le Pen, ou en tout cas le Front National? Jean-Pierre Elkabbach, je vous retardais de 2 sondages. Car le dernier sondage qui est paru, c'est celui de la Sofres, et qui me place, moi, en tête de ceux qui représentent pour tous les Français le mieux les ouvriers. Et pour ce qui est des ouvriers eux-mêmes, premièrement François Hollande, deuxièmement Jean-Luc Mélenchon, et dernier le Front National. Pendant longtemps, le Front National, et peut-être jusqu'à il y a quelques jours, le Front National était le premier parti ouvrier de France. Ça a changé. Oui. Pourquoi ? Eh bien oui, voilà la bonne question. Pourquoi ? Parce qu'il fallait résister. Mais c'est grâce à Mélenchon ou grâce au Parti communiste qui les a laissés partir. Bon, Jean-Pierre Elkabbach, je connais votre anticommunisme obsessionnel. Mais non, au contraire, j'ai beaucoup de... Mais bien sûr, pour je regarder vois bien, dans quel état ils sont. je le vois bien comme vous les aimez. C'était une donnée depuis 1995 que beaucoup de gens qui ont voté... Mais non, ça n'a rien à voir avec les opinions politiques. Michael Darmon. Question, pour expliciter cela, pendant des années, effectivement, le Parti ouvrier premier était le Front National parce qu'il prenait aussi des électeurs qui venaient à l'époque de la gauche. Si vous permettez que je répète... Ce sont les analystes politiques qui ont mis ça en lumière. Non, pas du tout. Non. Alors, quelle est votre approche ? Ce que vous dites est faux. Alors, allons-y. Non, ne dites pas les analyses politiques parce que ce n'est pas vrai. Quelle est votre analyse ? Ah oui, pas mon analyse, celle de mes analystes et des sociologues. Que s'est-il passé ? Il y a toujours eu une fraction de la classe ouvrière qui a voté à droite. Toujours. Lorsque nous étions au sommet de notre gloire sous le programme commun, il y avait 30% d'ouvriers qui votaient à droite, pas à l'extrême droite. L'extrême droite était résiduelle. Ils votaient à droite. 30%. Il fallait en vouloir de ne pas en vouloir de la retraite à 60 ans. Eh bien, que s'est-il passé ? Nos partis traditionnels de gauche, oui, ont lâché prise dans la classe ouvrière pendant plus de 15 ans. C'est vrai. Parce que la politique que nous avons faite n'a pas été comprise, a déçu, a été parfois même rejetée par la classe ouvrière. Si bien que notre place n'a plus été occupée. Et que s'est-il passé dans le même temps ? La classe ouvrière de droite est passée à l'extrême droite. Et ça a créé une espèce de souffle, en quelque sorte une illusion d'optique, dans laquelle, bien sûr, ici ou là, ont été arrachés 1 ou 2 esprits faibles. Mais pour l'essentiel, ce que vous voyez, ce que vous avez sous les yeux, c'est l'extrême droitisation de la droite ouvrière. Voilà, point barre. Et maintenant, du moment que nous avons commencé à résister et à porter une parole claire sur un programme ouvrier clair, à ce moment-là, ils ont commencé à reculer et à être ramenés à ce qu'ils sont, c'est-à-dire la droite. Alors, montrez votre intérêt pour l'histoire. Oui. J'ai trouvé dans un livre qui vient de sortir, chez Bayard, très intéressant, que doivent-ils à l'histoire ? Et François Bayrou, Daniel Cohn-Bendit, Jean-Marie Le Pen, Jean-François Copé, François Hollande, Nicolas Dupont-Aignan et vous-même. Et il y a toute une interview de vous qui est très intéressante et que je recommande sur l'histoire. Vous voyez ? Question de Charles de Saint-Sauveur. Selon le Spiegel du jour, il y aurait une entente tacite entre les conservateurs européens, Merkel, Cameron, Rajoy, pour ne pas recevoir François Hollande. Qu'est-ce que vous en pensez ? Eh bien, si c'est le cas,
ça ne fait que confirmer notre thèse. La bataille est de dimension européenne. Et on voit les conservateurs attrouper, essayer de défendre leur digue en France. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien ce qui se passe si la digue rompt en France. Ce sera la contagion. Ils ont donc parfaitement raison de se méfier. Et ils vont bientôt recevoir la leçon qu'ils méritent. Car je pense que la France va expulser Nicolas Sarkozy de sa présidence. Je pense qu'elle va le faire. Et qu'elle va infliger une dure déroute à l'extrême droite. Et par conséquent, peut-être que nous verrons à l'occasion de l'élection française se renverser la tendance qui donnait partout le pouvoir à nos pires adversaires. Et dans ce sillage-là, nous, le Front de gauche, nous allons nous renforcer, comme Die Linke s'est renforcé, comme Synapisme s'est renforcé. Qu'est-ce qu'il faudra se passer en Europe? Voilà, il faudra renégocier le traité, comme le dit François Hollande, ou le compléter, comme aussi murmurent ses amis qui veulent rassurer du côté de l'Europe. Alors, si François Hollande veut renégocier le traité, je lui ai déjà dit ce qu'il fallait faire. Il faut déjà commencer par s'y opposer, parce qu'on ne renégocie pas quelque chose qu'on a voté ou qu'on a laissé voter. J'adjure qu'on me comprenne. Apparemment, on n'avait pas compris. Mais si le président de la République signe un traité, déjà, ça engage, d'une certaine manière, la parole de la France. On ne peut pas passer par-dessus ça. On vient donc à la légitimité populaire représentée par les assemblées. Et si dans les assemblées, on laisse passer... C'est-à-dire, c'est ce que viennent faire les socialistes, ils laissent passer. Comment peuvent-ils ensuite revenir en disant on va renégocier? Mais nos partenaires seront en droit de dire mais qu'est-ce que vous faites? Votre président a signé. Deuxièmement, vos assemblées ont voté. Car c'est ce qui se passe. Les assemblées ont voté puisque les socialistes sont abstenus tandis que nous votions contre. Eh bien, à ce moment-là, il n'y aura aucune renégociation possible. Par conséquent, si l'on veut renégocier, il faut commencer par refuser. Donc, j'adjure mes camarades socialistes de le comprendre. Si vous voulez renégocier, vous devez d'abord commencer par voter contre. Il vous reste encore une occasion de le faire, puisque le texte repart du Sénat vers l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, au moins pour l'honneur, votez contre.